Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, incapable de battre le dernier du classement. Les Aiglons dégringolent à la 4e place de la Ligue 1. Est-ce déjà la fin des illusions? Nous allons parler de tout ça en compagnie des journalistes de la rédaction des sports de Nice Matin. Léandra Iacono, salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Antoine Delgoulet, salut Antoine. Bonjour Mika, bonjour tout le monde. Et le retour de la légende, le chef Philippe Kantz. Salut, moi dès que c'est positif, dès qu'il y a des thèmes positifs, je suis là. Tu débarques, effectivement. Il n'y aura pas beaucoup de thèmes positifs, effectivement. Aujourd'hui, notre invité cette semaine est un ancien du gym fraîchement retraité. Il est de retour sur ce plateau. Jérémy Pied est avec nous. Salut Jérémy. Salut Mika, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va super, merci. Ouais, t'as l'air en pleine forme, comme toujours. Allez, au menu cette semaine, un focus sur la charnière Todibo-Dante en difficulté face à Clermont. Les sempiternels problèmes des attaquants devant le but. La méthode Farioli a-t-elle atteint ses limites? Ce sera notre pour-contre. Et puis, nous parlerons de ce déplacement périlleux à Toulouse avant d'évoquer, dans le Souviens-toi de Philippe, le plus niçois des Toulousains. Je veux bien sûr parler de Daniel Bravo, le petit prince du Ré. Ça sera dans le Souviens-toi de Philippe en fin d'émission. On attaque ce Gym Tonic avec donc cette nouvelle purge à domicile. 0-0 contre Clermont, certainement le pire match des Rouges et Noirs cette saison. En tous les cas, selon Francesco Farioli, Léandra qui l'a répété encore aujourd'hui. Oui, il l'a redit aujourd'hui. Il n'était pas du tout satisfait de la prestation de Nice. On peut le comprendre. Franchement, moi, j'étais pas au stade, mais j'ai vu le match à la télé et c'était long à regarder. On n'a pas été spécialement surpris par les difficultés offensives de Nice parce que, on les traîne, ou en tout cas Nice les traîne depuis pas mal de temps maintenant. Un peu plus inquiète par la prestation défensive du duo Todibo-Dante, on en reparlera. Mais on avait l'impression que Melvin Barr l'a dit, que Nice aurait pu jouer des heures et ne jamais marquer. C'était une impression assez terrible. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Clermont. On va dire que l'OGC Nice a dominé dans ses statistiques, en particulier sur le nombre de tirs. Mais moi, je pense que les occasions ont été pour les Clermontois, avec ce pénalty arrêté, bien sûr, par Marcin Bulka et d'autres occasions dans cette rencontre. Clermont aurait clairement pu mériter mieux. Jérémy, tu as commenté ce match pour France Bleu Azur avec notre ami Maxime Baquier, que l'on salue. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre un peu brouillonne, peut-être, des Aiglons ? C'est ça, c'est qu'on avait l'impression qu'il manquait un peu d'énergie là pour aller de l'avant. Ça tatillonnait, il y avait du mouvement, il y avait des passes latérales, mais offensivement, peut-être, un match... Avant match, on disait qu'il fallait absolument gagner. On s'attendait peut-être à un peu plus de jeu vers l'avant, de centre, de pression dans la surface, qu'ils ont essayé de faire dès le début de match. Et par la suite, ça s'est calmé très vite. Et au final, comme tu le dis, c'est Clermont qui s'est retrouvé avec des occasions très franches et qui auraient pu faire très mal en ouvrant le score et puis ensuite en ayant le droit de reculer. Ce qu'ils n'ont pas fait tout du match, ils ont essayé de jouer aussi de leur côté. Après, il y a eu les entrées, j'ai remarqué les entrées de Laborde et de Terem Moffi pour essayer d'apporter un peu de profondeur. Ça a marché dès le premier coup, mais pas plus que ça. Et pour finir une fin de match où, encore une fois, on entendait peut-être beaucoup de pression avec des centres peut-être et de tout faire pour aller chercher un résultat. Et ça n'avait pas été le cas. Peut-être à noter un manque de fraîcheur physique sur ce match. Bon, après, là, moi, vous me connaissez, j'aime bien voir le positif. Prenons ce point et voyons à la fin de saison s'il pourra aider ou pas le club. Mais avec l'arrêt de Bulka, on peut aussi dire qu'il y a un point de prix. Tous les points se valent effectivement dans ce championnat. Jérémy le disait, Antoine, merci Bulka, encore une fois, qui te sauve d'une défaite avec ce penalty arrêté. Oui, puis il en a l'habitude, donc c'est son 4e, je crois, arrêt sur 6 en 70% de réussite. Ouais, c'est quand même assez impressionnant, sans compter les tirs au but arrêtés aussi contre Auxerre en Coupe de France. Non, Bulka, il y en a qui hésitaient encore avec Schmeichel en début de saison. Je crois qu'il n'y a plus photo, même s'il y a des matchs où le match, par exemple, précédent contre Lyon, il a été peut-être un peu moins bien. Ouais, sur un seul tir lyonnais, quoi. Voilà. Donc, non, mais bon, un peu même dans la relance. Mais là, c'est vrai que, et puis il a cette rage de vaincre qui est importante. Et là, on peut dire, comme le disait Jérémy, effectivement, il a sauvé un point. Donc, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est ce qu'a fait Nice, même si c'est très, très, très décevant de ne pas gagner
gagner contre le dernier du championnat. Et oui, c'est ça, Philippe, parce que normalement, c'est un match, si l'OGC Nice répond à ses ambitions, c'est-à-dire être dans le top 3 de cette Ligue 1, c'est un match que normalement, l'OGC Nice doit gagner haut la main, quoi. Ouais, c'est dur à dire, mais un candidat au top 3, il peut pas faire un match comme ça. C'est pas possible. Parce que, bon, je pense être l'un des plus mauvais pronostiqueurs de l'histoire du foot, et pourtant, j'ai très vite vu qu'il y allait avoir 0-0. Bon, il y aurait pu avoir victoire de Clermont, hein, avec, mais je sais pas, on sentait un ronronnement. Je voyais bien le match se finir par une grosse déception. Une grosse déception avec une nouvelle fois des attaquants un petit peu perdus à l'abord de la surface de réparation ou quand ils y rentrent. C'est vrai que, eh bien, il y a eu plusieurs comme ça occasions pour les Niçois, Leandra, et pour les attaquants de faire la différence. Et je sais pas, on sent que il y a quelque chose qui se passe quand ils arrivent dans ces 20 derniers mètres. Là, tout devient compliqué. Tout devient compliqué, ça tergiverse, les remises sont soit trop fortes, soit pas assez appuyées, des mouvements qui se font pas, un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, enfin vraiment on sent pas cette espèce de liant ou de mouvements qui sont, je dirais pas travaillés, mais en tout cas on sent pas quelque chose qui est inné, il n'y a pas d'instinct, il n'y a pas de spontanéité dans ce qu'ils font, il y a toujours les 2-3 secondes de trop dans la prise de décision, dans la vitesse d'exécution aussi, et ça suffit pour que des défenseurs qui sont habitués à défendre, parce que Clermont est une équipe qui quand même peut jouer ou sait jouer assez bas, puissent mettre le pied, empêcher, contrer, Quand on est joueur, Jérémy, c'est quoi ça? C'est un problème mental parce que les qualités, ils les ont. Quand t'as Mofi, quand t'as Guessant, quand t'as Laborde, quand t'as Chaud, quand t'as des mecs comme ça, ils savent jouer au football, ils savent marquer des buts. C'est quoi qui manque là? Non, je rejoindrai ce qu'a dit Leandra. C'est là sur ce match-là, hein, je parle purement techniquement. Sur les côtés, notamment, j'ai remarqué que dans les combinaisons entre les latéraux et les offensifs, il manquait un petit peu de lien de combinaison. On voyait Jérémy Boga qui, on sait à peu près qu'il va toujours rentrer sur son pied droit. Très bien, il va super vite, donc difficile de l'arrêter, mais quand Melvin Barr part et que le défenseur est complètement perdu, quand il suit, des fois juste la glisser, boum, ils le font pas, ils tergiversent, ils hésitent. De l'autre côté, pareil, on donne. Il y a beaucoup de 1 contre 1 avec Shaw, et non, on va lui apporter des joueurs qui vont amener des défenseurs. Voilà, ça c'est de la communication, peut-être, ils vont sûrement le revoir à la vidéo, et libérer des espaces pour certains joueurs, que chacun soit un peu à sa place dans une position préférentielle. Et puis voilà, ceux qui doivent déborder pour centrer, les autres doivent le savoir dans la surface, déjà commencer à y aller, ne pas attendre que le centre arrive pour y aller. C'est plein de petits détails, mais que moi, en tant qu'ancien joueur, je remarque en ayant regardé le match, et qui aurait pu faire des différences assez facilement en première mi-temps et même à la fin du match. On en est à 23 journées de championnat pour les Aiglons. J'ai envie de dire, est-ce pas un peu trop tard maintenant de se dire on va avoir une animation offensive fructueuse? On n'a pas l'impression que ça va arriver, Antoine. Ben, surtout, on a 23 journées de Ligue 1 et on a marqué 22 buts. Alors, il faudra me citer... dont 16 dans le jeu seulement. Voilà. Il faudra me citer une équipe qui a fini sur le podium en marquant moins d'un but par match. Donc après peut-être ça existe, hein, j'ai pas été voir les stats, mais ça me paraît quand même invraisemblable. Bon, il y a une très bonne défense, certes, au niveau des stats. Après, j'ai quand même l'impression que Nice, Farioli, peut-être qu'il a des joueurs qui n'entrent pas tout à fait dans son système. On voit que Thuram n'arrive pas à apporter toutes ses qualités au milieu de terrain. On voit que les attaquants, il a beaucoup d'attaquants qui aiment la profondeur, qui aiment les espaces. Et lui, il y a un système qui fait que, avec la possession, un système de 4-3-3 en attente, on a l'impression que c'est pas un système adapté aux qualités des joueurs. Donc moi j'ai l'impression que dans cette équipe, en fait, il manque un vrai buteur, il manque un David Trezeguet, un Delionis, un joueur de surface, même presque un Dolberg. Oula, tu vas loin là. Ouais, je vais très loin. Non, mais je vais très loin, mais je pense que Dolberg, peut-être, il aurait pu tirer son épingle du jeu dans le système de Farioli. Après, j'en sais rien. Hein, mais c'est vrai qu'il manque des joueurs comme ça qui sont là, qui peuvent faire traîner la patte pour marquer le but qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de ballons qui vont dans la surface quand même. Et donc, je pense qu'il manque un vrai joueur de surface. Et pourtant, Philippe, dans cette équipe de l'OGC Nice, il y a des vrais joueurs de ballon, comme l'a dit Antoine, 22 buts marqués seulement, et avec ce sentiment d'impuissance aussi qu'ils peuvent avoir parfois, ces attaquants. Il ne faut pas ça trotte trop dans les têtes après pour la fin de saison, ça. Le problème, c'est qu'on est pratiquement à chaque fois déçus. Hein.
Donc, aujourd'hui, Leandra a fait un papier remarquable. Comme toujours. Comme toujours, sur l'attaque patraque du gym, où Govou et Roger Ricor s'expriment. Et j'ai trouvé que c'était super lucide et c'était super vrai tout ce qu'il disait. C'est-à-dire, Govou retranscrit un peu ce que dit Antoine. C'est-à-dire que ils ont des joueurs d'espace et c'est un jeu fermé. Roger, de son côté, c'est vrai qu'il dit tous ces noms, ça joue pas ensemble, ils arrivent pas à jouer ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je croyais beaucoup en Mofi dans l'axe. Il y est plus. Laborde, il est en train de perdre pied. Boga, c'est un joueur intermittent. Chaud, on attend encore un peu. Guessant, il a fait des super trucs et là, il a été un peu moins bon. Mais est-ce que tu peux jouer la 3e place, Leandra, avec une attaque Guessant, Chaud, Laborde ou Boga au coup d'envoi? Moi, je pense que sur le papier, t'as des vrais bons joueurs, t'as des beaux noms, t'as de la qualité. C'est ce que nous disait Roger Ricor, c'est quand même une attaque, si tu additionnes tous les joueurs de cette attaque, c'est presque 100 millions d'euros. Donc c'est quand même des joueurs... c'est pas les euros qui font marquer les buts, quoi. Non, exactement. C'est trop facile. Je pense, mais en fait, ce sont des joueurs qui sont capables de faire la différence seuls. Mais ce que dit Philippe, il a raison, c'est qu'en fait, ils ne savent pas jouer ensemble. Et ce que dit Jérémy aussi, c'est-à-dire que va y avoir des demandes de barres, de Lotomba sur les côtés qui vont pas être servies. Il y a des frappes aussi. On regarde, il y a un nombre incalculable de frappes, mais au final, ce sont des frappes qui sont 23 tirs. Inoffensives. 4 cadrés que seulement. C'est toujours... Voilà, 4 cadrés. Et quand elles sont cadrées, c'est du plein axe. Ou Joe qui fait une horizontale là, sur Mofi, mais au final, c'est facile à arrêter. Claude Maurice qui tire dans les bras du gardien. Mais moi, je pense qu'il faut un déclic parce que je suis persuadée que ces joueurs-là, ils peuvent donner quelque chose. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. On pensait que le déclic, il était à Montpellier, quand il y a eu ces 3 buts... inscrit quand même malgré tout. Mais ça c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'en fait en coupe on a l'impression qu'ils se lâchent un peu plus. Mais enfin, contre Montpellier c'était l'équipe C de Montpellier. C'est vrai aussi. Pas l'oublier. Et Bordeaux les attaquants c'était les mêmes quoi. Et ce qui avait libéré à Montpellier c'est aussi cette frappe de Youssouf. En fait on a l'impression qu'il manque il y a un petit déficit de confiance et c'est aussi par des beaux gestes, par ce genre de frappe un peu qui sort de nulle part que ça va venir. Pour moi Mofi il va se révéler en cette fin de saison, quand il va reprendre un peu le rythme, parce qu'avec la CAN, il l'a perdu un peu, il n'a pas beaucoup joué. Mais moi, j'y crois en tout cas. Alors, Francesco Farioli on n'interdit pas au milieu de terrain de hausser leur niveau aussi. C'est ça. Parce que ils n'ont pas de stats non plus. Non. Ils n'ont pas de passe D, ils n'ont pas de but. Il a été transparent contre Clermont. Il a fait et on n'interdit pas non plus aux défenseurs centraux de marquer de la tête sur corner. C'est aussi ça qui manque dans les stats. Mais ils peuvent faire mieux eux aussi, quoi. Tout le monde peut faire mieux dans cette équipe. On a posé la question à Francesco Farioli, justement, en attaque sur la part de l'individualisme ou de la prise de risque collective. Écoutez la réponse du coach niçois devant la caméra de Philippe Bertini. La cosa importante è, ripeto, abbiamo noi come allenatori il nostro ruolo. Alors, ce qui est important, encore une fois, en tant que coach, mon rôle en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un langage commun sur les situations de jeu pour que les joueurs puissent reconnaître ce que le scénario du match à un moment précis nécessite de faire afin de prendre les meilleures décisions. Donc, il faut qu'on ait un collectif qui pense pareil et ça permet d'ouvrir des solutions. Après, dans ces solutions, il y a la lecture individuelle du joueur, ses choix. Par exemple, pour un meneur, il y a le choix de se retourner, de filer au but. Pour un ailier, le choix du dribble plutôt que de mettre une balle en profondeur. Et c'est ça qui est fondamental. On en avait parlé après le but de Youssouf à Montpellier. C'était une frappe impressionnante, c'est beau à voir, mais c'est une situation qui est un peu exceptionnelle. Et lors des derniers matchs, on a voulu tenter à nouveau ce genre de frappe et on a perdu des ballons et on s'est retrouvé dans notre surface juste après. À Lyon également, il y a eu des situations où on a tenté la frappe alors qu'on avait 10 autres solutions meilleures et on se retrouve derrière avec JC Todibo à devoir défendre dans notre surface. Donc tout est question de risque à prendre et de faire les bons choix au bon moment du match. Voilà, faire les bons choix au bon moment du match, limiter peut-être les prises de risque individuelles aussi, être plus patient, c'est ce que vous demande Francesco Farioli à ses joueurs. Ça, c'était pour l'attaque.
On n'en parlait pas jusque-là, et là, on a un petit doute sur la défense également de l'OGC Nice. Alors évidemment, c'est sur un match, sur cette charnière Todibo-Dante, où l'OGC Nice a concédé quand même 4 occasions même dans cette rencontre, ce qui ne nous avait pas habitué à autant d'occasions concédées. Dante-Todibo, est-ce qu'ils sont un petit peu moins bien en ce moment, Jérémy, toi qui as vu le match? Alors ça serait humain, évidemment, Ouais, bien de sûr. rester à un niveau élevé tout le temps, c'est compliqué. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une petite alerte à donner par rapport à ça? Bah, sur le match, j'ai pas été plus choqué que ça personnellement. Après, c'est sûr que là, il y a du retard, notamment sur le penalty provoqué. J'ai vu aussi contre Monaco, si je peux revenir même à 10 contre 11, voilà, de se faire transpercer dans l'axe. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment à éviter au maximum. Donc voilà, moi je suis toujours, j'essaye de garder le positif. C'est pour moi, ils ne m'ont pas plus choqué que ça défensivement, mais c'est vrai qu'on les a connus évidemment plus solides et beaucoup plus puissants et rassurants dans la récupération des ballons et des relances. On sait qu'ils sont faciles, Dante, Todibo, normalement, ils se connaissent par cœur. Alors Dante, le match précédent, il n'était pas là, évidemment, mais voilà, Todibo, normalement, il doit tenir la baraque. Leandra, c'est quoi? Là, pareil, pour toi, c'est sur un match, allez, ils ont le droit de passer un peu au travers une fois, ou là aussi, il faut faire attention? Bah, moi, je pense que c'est la suite qui le dira, finalement. Pour le moment, sur un match, on ne peut pas vraiment faire de constatation, enfin de conclusion. Il va falloir voir comment ils vont réagir. Après, c'est Mais aussi est-ce qu'on toute l'équipe pense qui a pas- perdu le contrôle. Mais est-ce que, par exemple, Dante, il pense pas déjà un peu à son année de plus à signer son contrat? Todibo à l'équipe de France cet été, l'Euro, pourquoi pas, et un gros transfert. Est-ce que ça se joue pas un petit peu dans les têtes, tout ça? Jérémy, toi, t'as été joueur. Ouais, là, tout de suite, ça me paraît compliqué. Ils sont dans la saison, ils sont en plein dedans, ils sont encore dans le haut de tableau, ils font des choses exceptionnelles. Le public les suivent, donc ça serait dommage de penser à ça aujourd'hui. Mais surtout que pour Todibo, c'est ses performances qui vont décider s'il va en sélection ou pas. Donc non, il faut il y a aucune raison de gérer, on va dire, cette fin de saison. Bon. Après, heureusement qu'ils ont fait 0-0. Autrement, qu'est-ce qu'on dirait s'ils avaient pris Bah les oui, buts? mais 0-0 contre le dernier, Philippe, qui prend C'est sûr 3-4 buts par match en général. Non, donc, mais défensivement, on les met sur le grill, ils n'ont pas pris de but. bah, ok, il y a parce que Boulka Boulka a arrêté aussi, un hein. penalty. Ouais, et il a arrêté un péno, il est là il a pour fait ça 2 aussi. gros arrêts aussi derrière, Oui, parce oui, que la oui. passe en retrait de Dante, Oui. il faut Mais que... Dante, il tu était vois. moins bien. Il a le droit. Moi, ce qui me bien sûr navre qu'il a un le droit. peu, c'est que, vu son âge, maintenant, à chaque fois qu'il est un peu moins bien, c'est le débat. Est-ce que c'est est-ce qu'il fait pas le match de trop, la Alors, saison de trop, le c'était mois pas de ce qu'on a trop, dit. Mais j'espère. Philippe, est-ce qu'à aucun moment on a mis Non, en mais cause oui, mais l'âge c'est de mauvaise Dante foi. dans Non, mais ce qu'on vient de j'entends dire la là? petite musique. Dès que Dante Ah, est un peu moins bien. Moi, je te parlais de sa voilà, reconduction, quand il est justement. bien, personne ne parle de son âge. Donc, Mais en tout cas, il a l'expérience pour ne pas être perturbé par ce genre de considération. Et puis, je pense qu'il a vraiment tout le soutien du club autour, en interne. Je pense qu'il est rassuré de ce côté-là aussi. Non, mais après, surtout, là c'est les deux qui étaient un peu moins bien. Et généralement, en fait, quand il y en a un qui est bien et l'autre un peu moins, ça se voit pas. Mais là, par exemple, j'ai lu une stat sur Todibo. Todibo, il a perdu 15 ballons. Ah oui. Alors, il en touche beaucoup, mais pour un relanceur, 15 ballons, c'est énorme. Donc, par contre, on peut dire sur les duels, il a gagné tous ses duels. Il en a gagné 6 sur 6. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu perds 15 ballons et que Dante, il n'a plus la vitesse qu'il avait quand il était jeune, etc. Et que, Il l'a peut-être jamais eu d'ailleurs, Dante, la vitesse. Oui. Peut-être jamais eu. Peut-être jamais eu, mais bon, encore moins. Et bon, dans ce cas-là, quand les deux sont un peu moins bien, là, ça se voit. Après, le problème, Voilà. il perd 15 ballons, mais il en touche 6000. Donc, Oui, non, mais jamais il en perd autant. Oui, Jamais. oui, Et oui. surtout contre Parce que Clermont. des fois, il veut jouer un peu Ouais, en face, facile t'avais comme ça. Le Nicholson, faire quoi, Dante. c'est pas Kylian Mbappé, quoi. tu En vois. face, tu avais Nicholson, Botoba, tu n'avais pas non plus les Ben Yedder ou Golovin. Mais bon, on leur demande de défendre, ce qu'ils font bien. On leur demande de relancer. C'est le jeu par deux. Tu vois. Bon, le GC Nice qui reste quand même la meilleure défense de cette... Ouais. Bon, ils se saison, sont ça fait ratés. bien, avec 15 buts Une fois, inscrits, ça hein. arrive, ils n'ont pas pris de but. Voilà, donc c'est un... On peut dire que... Bah, Oui, on peut leur ça, à chaque pardonner. fois, sans prendre de C'est but, clair. Ouais. on peut effectivement Ouais. leur pardonner. On va parler de Francesco Farioli, c'est le pourquoi de cette semaine. Et oui, parce que dans tout ça, quelle est la part de responsabilité de Francesco Farioli? Est-ce que sa méthode a atteint ses limites? Donc c'est notre pour-contre. On va commencer évidemment par Leandra, honneur aux dames. C'est Merci, à toi, Mika. cher ami.
Donc moi, je ne pense pas que la méthode Farioli, elle touche à ses limites. Pour moi, ça serait prématuré de le dire. Comme on l'a dit avant, le contenu des matchs était quand même assez rassurant à Brest, contre Monaco, à Lyon. Là, forcément, c'était vraiment un coup de moins bien. À Lyon, je pense que si tu n'es pas lésé par l'arbitrage, tu gagnes ce match. Et la lecture des dernières semaines, elle est aussi très différente. Je pense qu'au niveau de la confiance, de l'énergie aussi. Là, le problème de Nice, c'est l'efficacité. Et pour moi, tu ne peux pas l'incomber qu'à l'entraîneur. Je pense qu'il y a aujourd'hui des attaquants qui doivent prendre leurs responsabilités, qui ne sont pas assez tueurs. Et ce qui permettrait aussi à Nice de se mettre à l'abri dans les matchs. Boga et Mofi, je pense qu'ils vont retrouver un peu leur rythme. Shaw, il est encore en train de s'adapter à sa nouvelle équipe. Donc pour moi, ça va aller mieux. Il y a eu aussi beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, ce qui a peut-être empêché l'équipe de garder un peu de stabilité. Et je pense que dans ce système-là, dans la façon dont Farioli veut jouer, c'est important de garder de la stabilité, garder des repères. Donc c'est vrai qu'il en a manqué, mais je pense qu'ils vont les retrouver. Il y a aussi une question de... est-ce qu'il y a peut-être aussi une peur de tout perdre ou pas ? Ça peut commencer à arriver. Ouais. Ça peut commencer à arriver. Mais pour moi, voilà, Nice est 4e. Nice n'a pas perdu contre Clermont. Nice va se relever et le gym de Farioli reste dans les clous sans problème. Des limites, Antoine ? Alors, moi, je pense que la méthode actuelle de Farioli a ses limites. Déjà, par les chiffres, Nice est 15e de Ligue 1 en 2024. Donc déjà, ça... Ensuite, un parcours de relégable. Voilà. Non, barragiste, ouais. Nice n'a marqué que 2 points sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Ça ne lui était jamais arrivé depuis le début de la saison. Nice, donc, on l'a dit tout à l'heure, n'a marqué que 22 buts en 23 journées. C'est quand même très, très limite. Donc, je trouve qu'on arrive à la limite de son 4-3-3 qui est un 4-3-3 d'attente avec possession et qui demande beaucoup de travail défensif aux attaquants. Jusqu'à fin décembre, le gym s'en sortait grâce à beaucoup d'abnégation et aussi grâce à de la chance. La chance, ça se provoque. Et là, j'ai l'impression que les attaquants, en fait, comme on leur en demande beaucoup, ils sont émoussés et ils n'arrivent plus à provoquer cette chance, en fait. Les organismes sont fatigués et ils n'ont plus cette énergie pour aller provoquer de l'adversaire, aller chercher le penalty peut-être qu'il fallait, etc. Puis de plus, je pense que la méthode actuelle de Farioli, elle est parfaitement lisible par les adversaires maintenant, ils ont tous compris. Et je pense que Farioli devrait changer de système et peut-être plus s'adapter aux qualités de ses attaquants, notamment Mofi, Boga et Shaw, qui adorent les espaces et la profondeur. Bon, voilà pour les arguments de Léandra et d'Antoine. Jérémy, est-ce qu'à un moment donné, un coach doit s'adapter à ses joueurs ou c'est les joueurs qui doivent s'adapter au coach, quoi qu'il en coûte ? De ce que j'ai vécu, quand les adversaires commencent à comprendre les sorties de balles et les mouvements de l'équipe, à un moment donné, il faut absolument trouver une autre porte de sortie. Alors, ça se fait avec les joueurs, évidemment, puisqu'il peut y avoir des joueurs qu'on appelait joueurs sacrifices, des appels de balles pour donner le ballon à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est à eux de travailler entre eux. Moi, je n'ai aucun mot à dire sur ça. Mais c'est vrai que je ne sais pas combien de matchs il reste. Mais sur les matchs qui restent, c'est vrai que je regarderai aussi les adversaires pour pouvoir m'adapter à ça. Quand on joue à l'extérieur, peut-être jouer un peu plus le contre. Voilà, essayer de trouver des solutions. Et à domicile, dans ce cas-là, ils décident... Bon, aujourd'hui, les gars, on met les 2 costauds devant. Et ben, il faut absolument apporter des centres et des joueurs à la retombée et voir si ça fonctionne pour essayer de surprendre l'adversaire. Mais ça sera du cas par cas. Et ce qui permettra de surprendre les équipes et de plus avoir de visibilité à chaque fois, de dire on va jouer à l'Alliance, ok, ils font ça, ils ressortent comme ça, on va les prendre comme si, ouais, voilà. On a l'impression que Clermont, je sais pas vous ce que vous avez vu, ils sentaient les coups de ce que Nice pouvait faire. Après, ils attrapaient pas toujours la balle, mais quand ils la récupéraient, c'était très dangereux. Donc garder la même base à domicile, de ce qu'ils savent faire, mais offensivement, aller trouver une autre solution, il y en a plein, et essayer de trouver d'autres combinaisons. Je sais que tu n'es pas convaincu depuis le début de la saison par le jeu pratiqué par Francesco Farioli. Philippe, selon les arguments que tu as entendus là, est-ce que sa méthode a des limites aujourd'hui ? Le souci, c'est que j'aurais voulu donner le point à Will, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc je l'embrasse, voilà. Je lui donne le point, même s'il n'a pas joué. Et moi, je pencherais plutôt du côté d'Antoine, parce que c'est vrai que tout ce qu'a dit Léandra, ça s'entend, hein, et
Voilà, c'est peut-être elle qui a raison, hein, mais moi je trouve que c'est prévisible, c'est souvent téléphoné. Quand j'entends, là, tout à l'heure, il est passé en conf, on a entendu dire que parler d'un plan A et puis... Le meilleur plan A. D'un meilleur plan A et puis dire qu'il faut limiter les risques individuels. Ah, moi, Ça, c'est pas le football que tu aimes, ça. Bah, pas du tout. Limiter les risques individuels. Et quoi La part, hein, c'est la part du risque individuel par rapport à l'expression collective. C'était la Oui, question qui était posée. d'accord. Mais donc, en fait, il y a que l'organisation qui compte, le plan, le... C'est un coach qui a ses idées. Après moi, t'es quatrième, il est arrivé, personne ne savait qui c'était. Et ça a marché. T'as longtemps été sur le podium, donc respect, quoi. Moi, je veux juste dire que moi, je me régale pas. Et le problème, c'est que des fois, je vois pas l'issue. Si il est jeune, hein, c'est pas à 60 ans, je peux dire ça, qu'on se réinvente. Hein. Non. Mais lui, il peut réinventer son équipe. Et on a je pense qu'il faut qu'il le fasse. On a l'impression que c'est un coach quand même qui a des idées et qui est prêt à mourir peut-être pour ses idées. Francesco Farioli, dans son discours, dans sa méthode, tout cela. Donc ça va être compliqué peut-être de se réinventer à un moment donné, Jérémy. Je l'ai pas entendu, j'ai pas écouté ses conférences, mais s'il reste bloqué absolument dans ce qu'il sait faire, il en est persuadé, il faut qu'il y ait des résultats. S'il n'y a pas de résultats, évidemment qu'il y aura de la critique, et après ça sera à lui de savoir s'il faut changer ou pas. Mais il y a des entraîneurs, je sais pas, Bielsa par exemple, il a toujours foncé dans ses idées. Et ça n'a pas toujours marché, mais ça a aussi très très bien marché. Donc ça marche souvent bien et ça finit mal. Voilà, il y a un peu de tout en fait. Parce que c'est des entraîneurs qui demandent beaucoup physiquement. Ouais. Et capable de faire monter l'élite sans... À un moment donné, les joueurs ne sont plus en état de faire ce que demande le coach. C'est ce qu'on a un peu senti là contre Clermont, c'est-à-dire un peu... impatients. Ils sont émoussés. Voilà, et là, aussi un peu impatients, ils ont décidé de prendre le jeu à leur chance. Je crois me rappeler des premiers matchs de la saison où les joueurs ne comprenaient pas. Je me rappelle plus quel match, mais on ne comprend pas ce qu'on doit faire. C'était très bas, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et à la télé, ils avaient sorti ça, et je me disais, c'est bizarre, mais c'est le genre de choses. Maintenant, ils ont capté. Mais il faut savoir aussi, je trouve... Varier. Exactement, c'est le mot. Il y a un ballon qui traîne. Des fois, on essaye de jouer. À un moment donné, c'est le football. Un jeu direct. Terem Moffi, il adore ça ou Evan Guessant. 1 contre 2. Evan Guessant à Brest, il adorait ça. Terem Moffi, il est rentré. Je l'ai même vu à la CAN, pareil, un ballon en profondeur. C'était penalty presque. C'est pas forcément mal joué de jouer un peu plus long parfois, profondeur. Mais il a aussi dit en conférence de presse qu'il fallait un meilleur plan A, mais aussi qu'il était prêt sur certaines choses à changer. Il se renseigne, il est très curieux. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il va vite s'en rendre compte de toute façon. Il va falloir faire des ajustements. Ils vont le travailler, je crois, qu'ils travaillent beaucoup à la vidéo, donc ils vont faire le nécessaire pour essayer de travailler ça. Après, il met un système en place, mais je pense qu'il n'a pas non plus complètement les joueurs adaptés à son système. Ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça aussi. Peut-être qu'après le recrutement pour la saison prochaine, il faudra penser à ça. Et on dit toujours que sur ce genre de coach, la saison 2 est souvent meilleure que la saison 1. Donc il y aura peut-être aussi un peu de ça à regarder par rapport à la saison prochaine, une fois que toutes les idées du coach auront bien été assimilées par les joueurs. Bon, on va suivre tout ça évidemment avec attention, mais pour l'heure, c'est l'heure du Zap Gym, le meilleur des coulisses de l'OGC Nice, capté par les caméras de l'OGC Nice TV. C'est parti. Franchement, c'est super. On pense que c'est son son, c'est pas trop. On va voir. On va faire la dictée est là pour prêter nos mains symboliquement aux enfants malades atteints de la leukodystrophie. Je ne regarde jamais en arrière. Je me force à aller de l'avant, à poursuivre mon chemin malgré les difficultés, la fatigue, l'agacement. T'avais une vue comme ça toi au collège ou pas? J'avais une vue passage piéton moi je crois et un feu rouge. Pas mal là Ouais, pas mal du tout. Ça donnerait presque envie de retourner à l'école non. Non.
très ému et très content d'être ici après 20 ans passés à l'extérieur de Nice, donc très heureux d'être ici aujourd'hui. Le club m'a vu grandir en tant que pitchoun, donc avec quelques débuts, quelques apparitions en professionnel, donc non, c'est une marque de reconnaissance et voilà, je remercie du fond du cœur Clément et Virginie en pensant. Mesdames, Messieurs, Anthony Scaramondino. C'est vrai que j'ai une marque d'affection pour ce club, c'est le club qui m'a vu grandir, qui m'a construit en tant que footballeur et com, donc non, je serai toujours reconnaissant envers ce club. Pablo Nissart, ce soir nous célébrons nos 2 revenants de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont tous 2 atteint les sommets du football africain. Bravo messieurs, le peuple niçois est fier de vous. Voilà donc pour ce Zabgym, on a pu voir Anthony Scaramondino recevoir le trophée de l'ancien Aiglon. Anthony Scaramondino qui était très fort au poker aussi, on l'appelait le magicien, j'ai partagé quelques parties de poker avec lui. Il te sortait des paires d'as à chaque fois, tu savais pas comment. Scar. T'as perdu un peu d'argent ? Hein ? T'as perdu un peu d'argent ? J'ai perdu un peu d'argent face à Anthony Scaramondino. Et finalement. Oh, c'était pas des grosses sommes, t'inquiète pas. Et puis vous avez vu, même quand il est pas dans Gym Tonic, Will il est dans le Zabgym. William qui était dans les bras d'Anthony. Jérémy, tiens, cette semaine tu étais toi au village OGC Nice à Valbert, on va voir quelques images. Là, c'était un moment sympa à la rencontre des supporters du gym. C'est pas trop froid, ça allait. Très bien, il y avait de la neige, le soleil, des supporters, des plus jeunes qui nous connaissaient pas forcément, mais qui étaient contents de faire les activités. Il y avait les plus anciens, les parents, eux, qui nous connaissaient et qu'on côtoyait déjà à l'époque. Donc c'était super sympa de retrouver des gens qu'on voyait au stade ou dans la rue et de se retrouver à la neige comme ça. Voilà, on a vu Romain Genevoix qui était présent avec toi et Roger Jouve, Philippe, Roger la Jouve, légende. Une légende. Ah oui, quand il veut, quel hein, joueur, pas trop. Quel joueur Roger Jouve. On essaiera de l'avoir. Allez, on passe à l'indiscret de la semaine. Un indiscret qui va entamer notre prochain débat. Je t'en prie, Philippe, raconte-toi la gorge. Un indiscret qui va donc entamer notre prochain débat sur la suspension de Jean-Pierre River après ses propos sur l'arbitrage. Le président niçois a pris 2 matchs. Comment il a pris la sanction, le président niçois, Il s'y attendait, donc ce n'était pas du tout une surprise. Mais lui, il est allé au bout de ses idées. Il était, il s'est excusé sur la forme, mais il ne s'excuse pas du tout sur le fond. Il assume tout ce qu'il a dit. Et voilà, il s'y attendait parce qu'on pense par exemple au président de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui avait pris 3 mois et demi ou 4 mois de suspension la saison dernière pour des critiques de l'arbitrage aussi. Donc voilà, il n'a pas du tout été surpris et lui, il est allé au bout de ses idées. Et d'ailleurs, ça a été très apprécié par les joueurs, par le staff de l'OGC Nice, parce que c'est important et c'est ce que disait Jérémy, c'est son rôle aussi en tant que président de montrer que l'OGC Nice ne peut pas tout accepter. Alors on va ouvrir le débat évidemment sur cette suspension de Jean-Pierre River pour 2 matchs. C'était la chanson de Guy Béard, hein, je crois, Philippe. Celui qui dira la vérité sera exécuté. Alors, je vais pas la chanter parce que je chante très mal. Mais voilà, en gros, Jérémy, le président dit des choses vraies. Derrière, on le sanctionne quand même. Ouais, mais moi, j'ai joué longtemps à Lyon et avec Monsieur Aulas. Oui, ça tu sais. La technique non pas de dissuasion, mais mais lui, il est rarement suspendu. Il était quand pas même, puni. C'était pas pour ça qu'il faisait ça, il trouvait pas des trucs pour attaquer, c'était plutôt des trucs qui disaient un peu que les gens ne comprenaient pas, ils disaient mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il allumait souvent des contre-feux. Voilà, il disait des choses qui n'étaient pas claires sur le football, et en fait tout le monde s'attaquait sur ça, et tout le monde oubliait qu'il y avait Lyon-Marseille le week-end, avec beaucoup de jeunes à Lyon qui commençaient le match, et pour éviter de mettre la pression sur tous les jeunes, lui il sortait son ânerie, il arrivait, voilà, il rentrait chez lui, il se prenait tout dans la gueule, et en fait c'était tout prévu pour laisser la pression ailleurs que dans le vestiaire lyonnais, et c'était encore une fois apprécié du vestiaire parce que tout le monde le savait entre nous. Et c'est du pare-feu, c'est du sacrifice, et M. River était totalement dans son rôle. Même si, évidemment, pour son image, je pense qu'il n'aime pas trop ça. Mais là, il a fait ce qu'il devait faire et
Il l'a très bien fait, voilà. Elle est injuste cette sanction, Philippe, ou après tout elle est complètement anecdotique, puisqu'il est suspendu de vestiaire d'arbitre, voilà, des choses comme ça, anecdotique. C'est anecdotique, complètement anecdotique. Il y a une sanction quand même. Il y a une sanction, mais c'est anecdotique. Il a pris 2 matchs, il sera au stade. Il a très bien fait de monter au front. C'était le soir ou jamais, parce que là, après Monaco, Lyon, ça suffisait. Donc, non, il a heureusement qu'il n'a pas le langage de Mourad Boudjelal, parce qu'il aurait pris 2 ans de prison, quoi. Tu nous rappelles ce qu'il avait dit Il avait dit qu'il avait été victime d'une sodomie arbitrale. C'était des mots forts. Parce que, franchement, il a été d'une politesse. Et tout ce qu'il a dit, c'était argumenté, il n'a pas dérapé. Il s'est attaqué à Turpin. Factuel. Il a juste dit ce qui s'est passé, point. Turpin est intouchable quand même, il a dit. La preuve, est tellement intouchable c'est un peu provocateur. en Ligue 2 ce week-end. Non, mais alors attention, à préciser, à noter que effectivement, on pourrait croire qu'il est rétrogradé. Il n'a pas arbitré le week-end dernier non plus. Parce qu'il est en Ligue 2, mais là, il va arbitrer Rodez-Bordeaux, un match à haut risque qui est par la LFP. Donc en fait, c'est pour ça qu'il l'envoie. Et ce n'est pas évidemment une rétrogradation, ils envoient l'un des meilleurs arbitres. Bon courage aux 2 équipes. Selon la LFP, pour gérer ce match à haut risque. Bon, concernant la suspension de Jean-Pierre River, Leandra, rien à dire. Il fallait qu'il marque le coup à la Ligue pour pas que ça ouvre la porte à d'autres dérives de ce genre, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on voit que le même soir, le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi, a aussi été sanctionné d'un match ferme et d'un match avec sursis. Donc, c'est ce qu'ils font. Voilà, quand une sortie ne leur plaît pas. Tout le monde s'y attendait. Réformer, comme le disent les supporters. Maintenant, c'est aux joueurs, excuse-moi Mika, mais c'est aussi aux joueurs sur le terrain, en ayant vu ça, de se dépouiller, de trouver des solutions, d'avoir du caractère pour, notamment quand ils jouent à domicile, de mettre la pression et voilà, d'aller chercher les choses. Il y a leur président qui est allé au front, 4 décisions qui sont très très limites. Voilà, sur le terrain, ils ont la possibilité, sans agressivité, plutôt de la bonne agressivité, pour aller chercher les choses dans la surface, y aller, si on est touché, on tombe, ça crie, ça, voilà, mettre de la grinta. Ils sont passés complètement à côté à Lyon, sur le terrain. Mais je parle de mettre d'ici la fin de saison, voilà, mettre de la grinta un peu de partout et aller chercher les choses, au lieu de se victimiser à chaque fois par rapport à l'arbitrage. Contre Clermont, ils ont été sifflés aussi parce que les 20 dernières minutes, ils n'allaient pas du tout chercher, ils n'avaient pas du tout l'impression de vouloir gagner. Je pense que leur président a été au front, on parlait en off tout à l'heure avec Jérémy, c'est lui qui me faisait remarquer aussi. Donc leur président est allé au front et ça a quand même fonctionné parce que l'arbitre de la rencontre contre Clermont a longtemps hésité avant de siffler pénalty. Qui était indiscutable. Et puis il a mis un carton jaune à Dante, il aurait pu mettre un rouge. Alors non, parce qu'il n'y a pas de double peine. Il n'y a pas de double peine, ça dépend des fois quand même. De toute façon, comme ça change toutes les 3 semaines, nous a dit Maître Borghini. Normalement, il n'y a plus de double peine. Mais bon, en tout cas, preuve quand même que le coup de gueule de JPR a été quand même un peu bénéfique parce que bon, maintenant on sent que voilà, il y a quand même eu une hésitation. Un pénalty qui était clair, évidemment. Oui, qui était clair et qui aurait dû même être sifflé à vitesse réelle. Mais ce qui est fou quand même, c'est quand le patron des arbitres, qui a un petit peu discuté en ce moment, mais avoue et dit clairement il y a eu une erreur. Monsieur Lanois. Qui sera convoqué le 4 mars. Exactement. Peut-être que là, pour le coup, la sanction aurait pu... mais bon, allez, c'était symbolique. Effectivement, pour cette commission de discipline qui prend parfois des décisions un peu étonnantes. On va passer à l'avant-match de cette rencontre entre Toulouse et Nice. Ça sera donc dimanche après-midi. Ma chère Leandra, c'est toi qui te rends au stadium. On va regarder le classement de cette Ligue 1. On le disait tout à l'heure, le OGC Nice dégringole à cette 4e place. Oui, dégringole est un bien grand mot, je le sais, mais quand tu as été longtemps 2e, te retrouver 4e, c'est peut-être moins bien. Et surtout, voilà, avec 40 points, 2 points devant Lille et 4 points devant Lens. Il y a encore un tout petit matelas, mais il est faible. Attention au retour de Rennes et de Marseille aussi, qui, avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, peut faire quelque chose. Alors, ce week-end, il y a Monaco PSG, donc on peut peut-être espérer du côté des Niçois que le Paris Saint-Germain aille battre Monaco pour peut-être retrouver le podium côté niçois. Mais Toulouse est en pleine bourre, Leandra. Et oui, Antoine disait que Nice était peut-être la 15e pire équipe, en tout cas du classement en 2024. Et bien Toulouse, entre la 18e et la 23e journée, c'est la 3e équipe du classement. Donc monte sur le podium des équipes les plus en forme. Un visage diamétralement opposé à celui qui avait l'équipe à l'aller, où Nice avait gagné 1-0 et avec un but refusé un petit peu
Ouais, limite. Un peu limite. Mais oui, non, Toulouse, c'est vraiment très fort en ce moment. Ils ont tenu la dragée haute au Benfica Lisbonne sur la double confrontation en Ligue Europa. Ça doit marquer, ça. Non, et puis ils viennent quand même de battre deux équipes qui jouent le podium, Monaco et Lille. C'est ça. Et puis de manière plutôt logique. 7 buts sur coup de pied arrêté sur les 10 derniers. Dalinga, 13 buts cette saison, pas en Ligue 1, pas qu'en Ligue 1, mais 13 buts. Alors, je ne veux pas vous pourrir le moral, mais pire attaque à l'extérieur, l'OGC Nice quand même cette saison avec 8 buts inscrits, 6 matchs sans victoire à l'extérieur en Ligue 1, 2 nuls, 4 défaites, 1 but inscrit sur les 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Voilà le tableau au moment d'aller à Toulouse. Il faut se réveiller, là il faut justement faire mentir les chiffres, Jérémy. Oui, exactement, les stats sont faits pour être stoppés, donc à eux de le faire, mais Toulouse, c'est une équipe qui joue aussi, donc ça devrait plaire à l'OGC Nice. Et c'est clair que c'est une équipe qui en ce moment est en pleine bourre. C'est peut-être le bon match aussi pour que les joueurs se réveillent et aillent chercher cette victoire à l'extérieur qui leur ferait du bien. Attention à l'excès de confiance aussi peut-être pour ces Toulousains. Ce Toulouse-Nice, mon cher Philippe, est-ce qu'il est déjà décisif dans la suite de la saison niçoise? Est-ce que là, ça peut marquer soit une cassure, soit, des ambitions relancées? Je sais pas. Merci Philippe. Franchement, j'en sais rien du tout. Il reste encore... mais pas un moment charnière là, selon toi mais tous les matchs. Tous les matchs, un petit peu. Mais après, c'est vrai que si tu perds, ça commence à être. Tu peux parler de série noire, quoi. Ouais, c'est ça. Dans les têtes, ça peut commencer à gamberger, quoi. Voilà. Après, donc là, c'est là qu'il faut que tu sortes ton meilleur 0-0, quoi, en gros, à Toulouse. Pour que tu te prennes 2 buts et un point suffira. On va écouter Francesco Farioli, le coach niçois, à propos de ce déplacement dans le sud-ouest. No, loro sono una squadra sicuramente molto diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato. Toulouse est une équipe très différente par rapport à celle qu'on avait rencontrée à l'aller. Elle a quelque part mué, elle a changé de peau, elle a changé de système de jeu, elle est beaucoup plus agressive. D'ailleurs, ils jouent avec un système différent désormais. C'est une équipe qui traverse une période de grande confiance, que ce soit en championnat, mais également en Europa League avec la double confrontation contre Benfica. Ils sont dans un moment de grande énergie, mais pour nous, ça doit être une motivation supplémentaire. Dans le football, il y a des moments, des périodes comme ça, des tendances. Il faut qu'on ait envie de renverser la tendance. Ça doit être notre motivation demain quand on prendra l'avion pour partir, qu'on soit prêt, concentré et qu'on ait envie de renverser cette saison. Renverser la tendance, voilà donc les mots de Francesco Farioli, renverser cette saison également pour ce déplacement à Toulouse. Avec quelle équipe? C'est la compo probable. Une compo probable que va nous donner Léandra dans quelques instants. Le temps que tu arrives, on va faire un point sur les blessés. Diop, Sanson et un nouveau dans l'infirmerie, c'est Valentin Rosier. Oui, Valentin Rosier, problème musculaire au ischio-jambier. Au ischio, ouais. Il me semble. Donc son aventure à Nice n'a pas vraiment débuté finalement. On l'a vu un petit peu en bout de match, mais on attend encore. Et il ne reviendra que... ils espèrent en tout cas qu'il va revenir la semaine Coupe de France PSG et Lens. Et puis concernant Morgan Sanson, lui, espoir de retour la semaine prochaine, peut-être. Peut-être la semaine prochaine, toujours la même douleur au genou qu'il avait privé du match contre... Voilà, exactement. Et qu'il avait privé du match contre Clermont. La compo, Marcin Bulka dans les cages. Logique, on ne change pas derrière. Lotomba, Todibo, Dante, Melvin Barr. Tu penses pas que Romain Perraud pourrait prendre le bout de son nez, même si Barr fait des bons matchs? Pour moi, Barr, c'est vraiment un des noms qui doit coucher en premier sur la feuille de match parce que c'est quelqu'un qui répond toujours présent. C'est vraiment un cadre de cette équipe. Et j'ai l'impression que physiquement, il tient le coup. Donc, je le vois plutôt continuer comme ça. Il est bien prêté. Oui, il est prêté. Avec une option d'achat très avantageuse. Oui, c'est ça. Au milieu de terrain, là, ça se complique un peu. Ça se complique un petit peu. On a eu ce débat, Mika, par rapport à Thuram, comme Youssouf est suspendu. C'est vrai qu'il avait peut-être préparé le terrain en le mettant au poste de sentinelle contre Clermont. Donc on a décidé de le remettre, même s'il n'a pas fait un match très
En balance avec Rosario, Très mais correct, voilà. en balance avec Rosario. Comme il l'a essayé contre Clermont, Exactement. Il a fait une bonne entrée, Rosario. Ouais, c'est vrai, il a fait une belle entrée, ouais. Avec des ballons dans la surface. C'était le plus technique, presque. Presque, hein. Ballon dans l'intervalle, là, pour Guessant dans la surface. C'est pour ça que Rosario, je pense, sur l'un des 3 postes, il est en balance avec les 3. Il est en balance avec les 3. En fait, il y a quand même pas mal de possibilités, en sachant que voilà, Boudaoui a pas non plus fait il n'a pas été bon contre Clermont. Donc on s'est dit qu'on pouvait donner sa chance à Tom Louchet parce que lui il a cette capacité aussi à jouer plus vite, une intelligence de jeu. Donc et puis c'est le chouchou du coach. Et à chaque fois qu'il a été aligné, il a répondu présent. Et Claude Maurice qui fait plutôt un bon match contre Clermont. Il n'a pas marqué, mais il fait avec plutôt devant un bon match. Hein. Plutôt, oui. Il vaut mieux rajouter le plutôt. Son coup franc et à la fin là. Ouais, c'est ça le problème avec Claude Maurice, c'est qu'en fait il fait des belles choses et au niveau de la réalisation, de la concrétisation, c'est là qu'il pêche encore. Alors est-ce que c'est un manque de confiance? Mais à un moment donné, on peut pas lui trouver des excuses tous les week-ends non plus. Donc on espère que ça va être le déclic. Et devant Mofi qui a fait, on en parlait avec Jérémy, une très belle entrée. Enfin en tout cas il a une belle entrée, il a apporté des choses et un peu de dynamisme. Il a quand même les 2 plus grosses occasions de Nice en seconde période. Donc à droite, Guessant reconduit dans l'axe parce que c'est aussi, je pense, le seul qui peut un peu créer du lien, faire des remises, jouer dos au but. Et puis, petite hésitation entre Boga et Shaw, mais on repartirait sur... Là, les 2 qui sont revenus de la CAN, là, normalement, ils devraient... Exactement. Il faut qu'ils enchaînent maintenant. Il faut qu'ils enchaînent, il faut retrouver du rythme avant les gros matchs qui arrivent. Effectivement. Voilà donc pour cette compo probable, évidemment, puisqu'on n'est pas dans les petits papiers de Francesco Farioli, et nous aussi, on a le droit de se tromper de temps en temps, on a aussi le droit de voir juste, mais en tout cas, voilà, pour cette compo probable proposée par Léandra. On va passer au cadeau de la semaine, c'est parti. Et cette semaine, on vous fait gagner 2 places pour le prochain Nice-Montpellier de vendredi soir à l'Alliance Riviera. Pour cela, il faut, comme d'habitude, pronostiquer le score entre Toulouse et Nice, nous donner le nom des buteurs s'il y en a, avec le petit hashtag Gymtonic. 2 places à gagner donc pour cette rencontre entre Nice-Montpellier la semaine prochaine à l'Alliance. Philippe, tu es prêt pour ton souviens-toi? Non, tu n'es pas prêt, mais c'est pas grave, on y va quand même. Allez, c'est parti. On a galéré à le trouver celui-là cette semaine de Souviens-toi, parce qu'on aurait pu parler du but de Kevin Hanin et le fameux 4-3, mon cher Antoine, où Jérémy, tu joues à ce moment-là. Mais Vincent Benichini, que l'on embrasse, nous en avait déjà parlé dans un Souviens-toi. Et on a choisi de se diriger vers le plus toulousain, le plus niçois des Toulousains, plutôt. Tu vois, j'étais sûr que j'allais la louper, celle-là. Le plus niçois dire les deux, je pense, des Toulousains, on peut dire les deux, effectivement. Daniel Bravo, le petit prince du Ré. Le petit prince du Ré, donc Daniel Bravo. Alors je regarde s'il y a les photos qui défilent. Oui, avant arriver, t'inquiète pas, les voilà. Alors, voilà, il est jeune là. Ah, il est beau. Il est jeune, il doit avoir 16 ans et demi. Donc Daniel Bravo, en fait, c'est Léon Rossi, qui était très connu à Nice, Léon qui a été joueur à Nice, qui a eu les titres dans les années 50, qui après est devenu entraîneur dans les années 70. Léon Rossi qui l'a vu un jour avec l'équipe de France cadet lors d'un rassemblement à Aix-en-Provence avec des matchs. Et il a vu ce numéro 10 chez les cadets, un peu frêle mais combatif, qui n'avait pas peur, qui allait au charbon et qui avait une bonne vision du jeu, une frappe sèche. Il lui a plu, donc il s'est renseigné et on lui a dit que c'est un gamin de Toulouse, plus exactement de Cugnot. Comme Léon Rossi avait joué une année à Toulouse, il avait des attaches et des copains, il a téléphoné, il s'est renseigné. Et il a débarqué, il a pris sa voiture, il a fait Nice-Cugnot et il est allé taper à la porte de la famille de Daniel Bravo. En plus, comme il s'était renseigné, il savait que son papa avait été un joueur amateur, Jo, et il le connaissait. Donc il a bien fait d'arriver vite parce qu'il y avait une dizaine de clubs de Ligue 1 sur lui, dont Saint-Étienne, Nantes, Sochaux, Bordeaux, Toulouse, le PSG. À l'époque, c'était des gros clubs. Voilà, des gros clubs.
Et c'est Léon Rossi qui a réussi à le convaincre, qui a convaincu le papa, mais c'était son premier choix, Daniel Bravo, qui lui a dit « Mais moi, je suis fan de Nice, j'adore le jeu niçois. » À l'époque, le milieu niçois, c'était Hugues Jouve-Guillou. Il a de suite cité le milieu de terrain de l'OGC Nice. Et ils ont tapé très vite dans la main. Et Daniel Bravo est arrivé à Nice, il avait 16 ans et demi. Et à 17 ans, il jouait en pro. Coqueluche Duré. Coqueluche Duré. Ça a été une histoire d'amour en fait entre Nice et Daniel Bravo, avec tout ce qui fait une histoire d'amour, c'est-à-dire le coup de foudre, le coup de cœur, les coups de gueule, l'histoire qui finit pas trop bien. C'est vraiment une histoire d'amour entre il y a eu Daniel. une séparation à un moment donné parce qu'il est parti à Monaco et puis il est revenu. Ouais. Il a joué 3 ans à Nice où c'était l'idole, le chouchou Duré, l'idole. Bon, il avait tout pour, hein. T'es beau gosse. Bah oui, la coupe de cheveux. Il jouait bien. Il était passeur, buteur. Il jouait 10, 9,5. Tout ce que le public aime. Super doué, tout ce que le public niçois aime. Et en fait, il est parti à Monaco pour renflouer les caisses. Parce qu'à l'époque, Nice avait besoin d'argent. Et ils l'ont vendu à Monaco. Ça arrivait souvent à l'époque, ça. Ça arrivait souvent. Ça arrivait après avec Guérit, avec Meige, avec... Et donc, il est parti à Monaco. Il est revenu une deuxième fois en 87, de 87 à 89, où il a joué sous les ordres de Nenad Djekovic, avec un milieu Ricor, Guérit, Rohr, Bravo. Alors là, c'était... Puis, Jean-Philippe Rohr. Il avait 3 gardes du corps, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas toucher à Daniel Bravo. Il y avait Bocandé Enduro devant. Il ne fallait pas toucher à Daniel Bravo. C'est là où ils font 6e en championnat, demi-finale de coupe. Fameuse. Contre Sochaux. Donc après, il a fait des gros clubs hein, comme le PSG. C'est là qu'il est replacé en 6. C'est en 6, avec Luis Hernandez. Ouais, en 6. Et en fait, c'est un mec qui pouvait tout jouer. Hein. On a oublié de dire qu'en passant, avec Nice, il avait connu une sélection en équipe de France en 82 contre l'Italie, où il joue un quart d'heure et il marque. Il ne fait pas la Coupe du Monde. Non. Mais il a une histoire avec l'équipe de France un peu contrariée. Donc il fait PSG, où il est remarquable. Parme, Lyon. Il y a la Coupe d'Europe avec le PSG, ouais, la Coupe des Coupes. Parme, Lyon, Marseille. En fait, il a vraiment fait des gros clubs. Et il revient à Nice quand il y a les Italiens. Ça se passe pas trop bien. Il arrive, il a 36 ans. En D2. En D2. Blessé. Un peu blessé. Un retour un peu difficile. C'est dommage. Ça, c'est le petit point noir, parce que c'est vrai qu'entre les supporters de l'OGC Nice et Daniel Bravo, il y a cette petite crispation aujourd'hui. Mais ça, c'est pour ceux qui ont oublié que... ceux qui ont oublié qu'à une époque, il était encensé, c'était le petit prince du Ré, il était dans le cœur des Niçois. Je pense qu'il faut passer sur cet épisode cette année un peu sombre avec les Italiens. Daniel Bravo, c'était pas ça. C'était tout ce qu'il a fait avant, quand il était jeune, et après quand il est passé sous Djekovic et que toute la France du foot le voulait, quoi. Ouais. Il a signé au PSG, mais c'est ça qu'il faut retenir évidemment de la carrière. Voilà, maintenant c'est un consultant. Tu me disais qu'il avait un fils qui... Ah oui, il a un fils qui fait du cinéma. Ultra connu maintenant à l'international. On est de la même année, c'est-à-dire moi je suis plus jeune que toi quand même. Beaucoup plus. Je ressemble à son père, mais on est de la même année, 63. Et lui, il a eu 61 ans en février. Ah. Mais il est super beau gosse. Hein. Il est super beau gosse, Daniel. Il a toujours été... Regarde avec cette petite barbe, ce petit blouson. Hein, regardez mon filou, il a 50 ans aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai. 60. Non. C'est gentil par rapport à la dernière fois où tu m'avais traité de Joe Biden. Tu vois, je sais me rattraper. Voilà. C'est bien. Hein c'était pour la vanne, tu sais bien que je le pense. Bien sûr. Donc, tout pour lui, Daniel Bravo. Même le nom. Eh oui. Merci, et encore bravo. Et Toulouse, voilà, un Toulousain. Il n'aura jamais joué à Toulouse. À Nice. Ouais. Bon, écoute. Consultant donc pour Beansport, dorénavant Daniel Bravo aux côtés de Christophe Josse. Messieurs, merci beaucoup.
Merci. Bon match Mika. ce week-end à Toulouse, ma chère Léandra. Bon déplacement, n'abuse pas des rillettes et du cassoulet. Pas le temps. Malheureusement. Fais attention. En fait, Toulouse, c'est surtout la chanson de Nougaro. Oui, c'est Mais vrai. je bien pouvais sûr. pas ne pas le dire. La ville rose. Vas-y, chante un coup. C'est une La de ville mes rose. chansons. Oh, Toulouse. Un pays. Chanson remarquable. On va faire un petit show tous les deux, un de ces Ouais. quatre, tu vas voir. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Wargard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Et à William. Et à William que l'on embrasse. On se retrouve la semaine prochaine justement pour préparer ce match contre Montpellier. Passez une bonne fin de journée, bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.